nouvelle mode de film où les films de jeunes adolescents confrontés à des aventures fantastiques sous l'égide d'un Spielberg, producteur en pleine gloire alors, où tout ce qui touche se transforme en or, sauf à la télévision, comme les Goonies de Richard Donner ou Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Joe Dante de son côté va nous donner la même chose, mais seul, et va en quelque sorte en payer le prix très cher, avec un échec au box-office absolument incompréhensible, tant le film est d'une poésie, d'une réussite, ou presque, mais j'y reviendrai, sans commune mesure. J'ose rêver que si Spielberg avait été derrière le film, il aurait eu un meilleur avenir, d'autant que la Paramount, dans sa grande générosité, a complètement sabordé le film, d'où l'échec. En effet, le métrage ne sera jamais vraiment achevé puisque ces connards d'exécutifs vont décider d'avancer la date de sortie du film en juillet, meilleure saison pour les entrées, alors que les effets ne sont pas tous finis, obligeant le réalisateur même à revoir sa copie et changer les scènes, et bien sûr en arriver à ne pas avoir le film qu'il avait en tête. Le carnage, ma vie, la souffrance, mon plaisir. Un director's cut fut un temps envisagé, mais devinez quoi, Paramount ne possède plus les négatifs du film, d'ici à ce que c'est qu'on les ait détruits, y a pas loin. De plus, la version cinéma semble avoir disparu en termes de version française, et le DVD ne propose que la version avec 2 scènes en moins, que j'ai vu moi au cinéma, disponible sur certains sites en VO sous-titré ou en version française, mais de qualité moyenne. What's going on, Wimp? Did Mommy make you a sauerkraut sandwich for lunch? Bref, revenons au film dont l'histoire est signée par Eric Luke, jeune universitaire qui va raconter cette histoire de 3 jeunes adolescents contactés par rêve où des plans leur apparaissent afin de pouvoir construire leur propre vaisseau spatial et qui sait peut-être faire une rencontre du 3e type, pas banale. L'idée lui vient en revenant de nuit de son travail, en regardant la Lune. Il se dit tout simplement pourquoi ne pas construire son propre vaisseau spatial. Dans le film, il interprète le professeur de Darren. Il y a bien sûr une exception. Ça te fait 3 échecs de suite, Darren. T'as un problème? L'histoire donc de Ben, Wolfgang et Darren peut commencer et sera écrite au printemps 1983. Des jeunes dont les personnalités sont bien différentes, ils vont non seulement nous ravir avec, comme à son habitude, un monde dépeint par le réalisateur où la tristesse n'est pas oubliée. En effet, l'un des enfants a perdu sa mère et vit avec un père peu recommandable. Quant au jeune savant, le père est barré dans ses expériences avec une famille que je considère comme peu commune mais très drôle. Une enfance dépeinte de façon plus dure et plus compliquée et loin du rêve américain. Oh non, mon vieux est rentré. Même leur vaisseau renvoie à leur propre vie composée de débris ramassés un peu partout, décharges et poubelles comprises. Lucasfilm et ses effets par Industrial Light and Magic sont ici utilisés avec une magie qui aide la narration, même si parfois les incrustations sont un petit peu moins réussies puisque, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, suivez un petit peu, la date de sortie étant avancée et les effets travaillés en dernier. Je savais pas que ce truc grandira à ce point-là. Ah, moi non plus, dis donc. Il est évident que certains passages seraient moins performants en termes de finition. Reste que le vol du Thunder Rod, ou Born in America en français, restera un grand moment de poésie visuelle et cinématographique que je ne suis pas prêt d'oublier, entouré d'une belle boule bleue, les protégeant du vide spatial et de tout obstacle, l'engin pouvant tout traverser comme un champ de force bien concret. Allez en enfer, larves extraterrestres, vous ne posséderez pas de part, terminez. Le vaisseau extraterrestre est lui-même un bordel ambulant où chaque objet, chaque couloir semble complètement foutraque et n'ayant aucune utilité sur un vaisseau et leurs habitants, semble eux aussi une vaste parodie dont nos émissions télévisées les obsèdent. Extraterrestres étant eux-mêmes des enfants vite rattrapés par le parent qui ne va pas manquer de les engueuler. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes, espace y compris. Leur paternelle. Reste que nos 3 terriens vont grandir avec cette aventure tout en restant les doux rêveurs qui, j'espère, le sont encore, et le final restera à jamais ancré dans le jeune poil que j'étais, scène superbe dans les nuages où les enfants y volent et se retrouvent en rêve. Là, voilà le schéma. C'est ce qui manquait au milieu. Il faut qu'on s'en souvienne et bien l'analyser pour quand on remontera dans l'espace. Peter Pan est bien sûr pas loin, c'en est même une des plus belles représentations cinématographiques. Quelques références et hommages sont bien sûr visibles, comme la page du journal mentionnant, un petit peu à droite, Kingston Falls, la ville de Gremlins et de son mystère.
Une soucoupe volante ou une émanation de gaz? Le nom de l'école, Charles M. Jones pour Chuck Jones des Looney Tunes, ou le rat de Wolfgang qui se nomme Highline, écrivain connu pour son Starship Troopers notamment. Elle, c'est Highline. Ah, salut Highline. Pas de rêve sans un peu de maquillage et d'illusions à se faire, et qui mieux que Rob Bottin, un des plus grands, pour aider le réalisateur à y arriver grâce à son génie. Bottin est capable des pires folies imaginatives, comme sur le The Thing de John Carpenter, fascinant et dérangeant, tout bon spectateur qui se respecte, et ayant travaillé avec Dante sur Piranha, Hurlement et son sketch de la 4e dimension, et sortant tout juste du Legend de Ridley Scott, épuisé. Bref, l'homme est à son meilleur et ne démérite pas, même si ici, les extraterrestres semblent réussis, mais ne font pas oublier l'homme sous le costume. Rapidité d'exécution oblige, comme je le disais. Ici, des E.T. semblant sortis de dessins animés façon Looney Tunes, grotesques dans leur apparence, mais pas dans la maîtrise de leurs mouvements, qui aident grandement à nous laisser y croire. Les monstres de la 4e dimension ne sont pas loin, bien que plus visqueux, et Rob Bottin va rajouter au costume, très limité il faut le dire, de la mécanique pour les yeux des personnages notamment, et ceci fait permettant de les différencier encore plus. Hello. Bottin sera déçu du rendu de la jeune fille par exemple, mais adore le garçon et le père avec ses bras en plus, et qui lui donnera du fil à retordre avec une quantité démentielle de câbles sortant du costume. Il finit donc juste Legend, Joe Dante contacte le maquilleur et celui-ci commence à dessiner des croquis dans l'avion. Seule information qu'il a pour travailler sur les designs, que les martiens aient l'air mignons, ça laisse au moins une belle part pour l'imagination. Les mains avant tout sont un hommage bien sûr à la guerre des mondes de George Pal, et connaissant bien son métier, c'est en foutant les yeux très éloignés, contrairement aux humains, que le décalage avec la bouche rendra la chose plus réelle. En tout cas, ça nous permet d'y croire, un semblant. Et c'est avec ça qu'on fabrique les rêves, voilà. Très touché. Tu es trop mignon. Afin d'ailleurs de nous y aider, il ne faut pas oublier le formidable travail du chef opérateur habituel de Joe Dante, John Hora, où son éclairage directionnel et à contre-jour fait ici un effet du meilleur cru. Il est fan des films de George Pal, il essaie de donner un aspect pictural à ses lumières et photographies et aime pencher sa caméra en rapport à l'horizon, des Dutch angles comme on les appelle, tout en apportant des couleurs vives, bleu, rouge ou orange. Pourra concourir pour notre super rouleau une fabuleuse Cadillac à ressort, la caisse qui décoiffe. Une scène formidable montre son travail qui est absolument admirable, celle où la caméra avance vers le vaisseau fini de nos héros en même temps que le soleil se lève, réalisé comme il le dit dans une hystérie totale, un processus douloureux où le jeu avec les éclairages, leur vitesse d'exécution et le plan lui-même, un effet en direct absolu réalisé à cause de la pression du studio et que Hale va réussir à avoir en pensée en y songeant en se couchant. Cette nuit, lancement. Une maîtrise que l'on voit à l'écran malgré le rush à finir le film où photos, montage, effets optiques, maquillage et réalisation s'appliquent à nous faire rêver grâce à des personnages très bien écrits. Un budget entre 20 et 25 millions et un film qui sort lors d'un concert Live Aid, un box-office dominé par le Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Explorers n'en remportera qu'un peu plus de 9 millions de dollars et seulement 230 000 entrées en France et les poussières, dont moi 2 fois, un bide. La responsable du casting, Suzanne Arnold, va donc voir en 3 mois 4000 garçons allant de 12 à 14 ans avant de s'arrêter sur les 3 jeunes acteurs qui vont remporter la mise. Mais les lois californiennes sont strictes pour le travail des acteurs mineurs. Pas plus de 4 heures par jour, un challenge quand le film repose sur eux, et pas de tournage de nuit, donc en studio obligatoire. Souvent, quand je rentre dans un hôtel et un restaurant, la plupart des gens ne me reconnaissent pas. Je m'excuse, ça fera plaisir à Germaine. La version française va redoubler les vieux films avec des voix très connues et va adapter à la France la télévision que regardent les extraterrestres ainsi que leurs imitations avec du Georges Marchais, du Coluche, du Mitterrand, du Chirac et j'en passe. Le super extra culino, camarade, il taille, touille et mince, bien sûr, fait des frites pour famille nombreuse. Il est certain que pour la génération actuelle, cela ne veut rien dire.
Ethan Hawke est sur son premier film et comme le dit Joe Dante, c'est un acteur né. Le futur confirmera ses dires. Il est ici Ben Crandall, fan de vieux films de science-fiction, voire de science-fiction tout court. Et vit seul avec sa mère. Il est souvent sur son toit à regarder les étoiles en parlant via talkie-walkie avec son pote et un éternel optimiste amoureux de la jeune Laurie dans son lycée. Oh là là. Elle est là. Elle va pas déjà se déloquer à cette heure-ci? Ethan Hawke n'a que 14 ans et fait montre d'un jeu d'acteur à la hauteur de nos attentes. Il va épater tout le monde. L'acteur va être reconnu 4 ans après sur le cercle des poètes disparus de Peter Weir et continuera une carrière bien fournie. Damien Boisseau le double dans le film. Ben, il est 3h du matin. J'espère que t'as une bonne raison. Ça y est, j'ai refait un de mes rêves. Wolfgang Müller est un jeune adolescent passionné de science et d'électronique, interprété de façon absolument géniale par le regretté River Phoenix. Sa famille ici est folle, où la maison est toujours en activité, et c'est grâce à ses connaissances qu'ils pourront déchiffrer les messages venus des rêves et en faire un vaisseau. Il se programme lui-même. Il attend des coordonnées sur les paramètres X, Y et Z. L'ordinateur utilisé par Wolfgang pour contrôler la bulle, puis le vaisseau, est un Apple IIc sorti en avril 1984 et qui était pourvu d'un processeur à 1,4 MHz et de 128 kg de RAM. Mon Dieu, mais de quoi nous faire rêver, fantasmer à l'époque. C'est aussi son premier film cinéma, après être bien sûr apparu dans des séries, et aura une belle filmographie lui aussi, et était une étoile montante, mais qui nous quittera en 1993 devant la boîte de Johnny Depp, le Viper Room, où il va prendre des drogues. Il sort de cette boîte en titubant et s'effondre dehors sur le trottoir devant son frère et sa sœur, ainsi que sa petite amie d'alors, Samantha Matisse. Il part à l'hôpital, mais décède d'une overdose peu de temps après. Si on avait quelque chose pour s'asseoir, tous les trois, on pourrait voler dans ce truc. Darren Woods, lui, est un petit peu moins connu en acteur et dans le film joue un garçon dont la vie n'est pas drôle, et un peu à part des autres et n'ayant que peu envie de rentrer chez lui où sa sécurité n'a pas l'air d'y être de mise. Tu l'as, Jackson. Et qu'est-ce qui va m'y obliger? Toi? Ouais, espèce de cul d'éléphant. C'est son seul grand film et jouera souvent pour la télévision. Son personnage est courageux mais triste et accepte l'amitié que lui offrent Ben et Wolfgang. Rachid Ferrach le double. Est-ce que ma bombe n'est pas en bas? Non, ça j'en sais rien. Où est ma bombe? Le père de Wolfgang est interprété par James Cromwell, excellent acteur et ici inventeur fou que l'on a vu dans Babe, le cochon de vue du berger de Chris Noonan, Cochrane dans Star Trek Premier Contact de Jonathan Frakes et Parfait en capitaine salopard dans le LA Confidential de Curtis Hanson. Sa filmographie est absolument dingue et Bernard Voringer est sa voix française, mais il n'apparaît que très peu ici. Gordon, il y avait bien quelque chose dedans, t'as des yeux pour voir. J'ai avalé mon chewing-gum. Charlie Drake est pilote d'hélicoptère qui vole au-dessus de la ville la nuit et c'est par lui, un adulte, que l'on va ressentir justement le plaisir de retrouver son âme d'enfant. Il enquête en effet sur le vaisseau de nos 3 héros après l'avoir vu voler de nuit et son regard en les voyant décoller vaut 1000 mots et réussit à nous émouvoir comme jamais. Génial, notre jeunesse. Miller est un habitué chez Joe Dante et le grand Sadie Rebo le double ici. Par là. Starkiller. Robert Picardo, bien connu des fans de films de Joe Dante, joue ici comme à son habitude plein de rôles. Il est Starkiller dans le film du Drive-In, hommage au vieux film de science-fiction des 50s, et dont le nom en est un autre hommage puisque c'est le premier nom qu'avait donné George Lucas à Luke Skywalker, Luke Starkiller donc. Il joue aussi le fils et le père extraterrestre dont les gestes sont absolument maîtrisés. Et comme c'est le cas depuis longtemps, rappelez-vous, il fut Eddie Quist dans Hurlement, la sorcière Meg de Legend, le cow-boy de l'Aventure intérieure, le taxi dans Total Recall, le manager du cinéma de Panic à Florida Beach et bien sûr le docteur Hologramme dans Star Trek Voyager et plein d'autres. Il est le roi du mouvement sous maquillage. Pour repartir. Encore une fois, comment passer outre la formidable musique du grand Jerry Goldsmith sur ce très bon film? Et frustré à l'époque que sa musique pour Legend, encore un chef-d'œuvre, soit remplacée par celle du groupe Tangerine Dream pour la sortie aux États-Unis, il va se jeter sur sa 3e collaboration avec Joe Dante, qui ne ratera jamais jusqu'à son décès, avec lequel il aime travailler. Pour lui, c'est un réel bonheur.
va par sa musique annoncer l'aventure des jeunes adolescents par son thème principal et y amener cette poésie dont le film est empreint et le merveilleux par la vision et le fantasme de ses gosses. Jerry devra travailler très, voire trop vite, comme toute l'équipe, connard d'exécutif encore une fois. Il sait que pour ces abrutis, la musique de film est le parent pauvre du cinéma. Encore une fois, force est de reconnaître que Jerry Goldsmith est un de ces compositeurs qui ne déçoivent que très rarement, et encore, et ses thèmes enlevés ici le prouvent, même si l'on peut à l'écoute ressentir une sorte de répétition, mais parce que, encore une fois, la musique fut composée trop vite. Une musique au charme évident et typiquement goldsmithienne en diable, où les mélodies séduisent par leur fraîcheur et une orchestration vive et parfaitement travaillée, inspirée qu'est le bonhomme. Synthé et orchestre se marient divinement dans une cohésion parfaite où les thèmes des trois amis du vol, celui des extraterrestres, fascinent. L'excitation musicale tient aussi bien sûr sur l'aventure que le rêve onirique et le thème du vaisseau, le Thunder Rod donc, va prendre le pas sur le reste en même temps que son importance se ressent à l'écran. Avec la construction de l'engin d'ailleurs, la partition atteint son sommet, c'est le morceau le plus populaire en tout cas, où piano et cordes rapides explosent le thème de façon solennelle en capturant carrément l'âme enfantine de l'histoire, non ce n'est pas sale, et son final reste triomphant et héroïque lors du premier vol. Une partition soutenue pour une aventure extraordinaire avec ses moments fous musicalement sur la scène des extraterrestres, grotesque et amusante, sur une musique plus légère mais en adéquation avec la scène. La musique se termine par une tristesse nostalgique avec le retour sur Terre et le vaisseau finissant sous l'eau. Deux versions sortiront sur CD chez Varese Sarabande d'abord, puis en version complète chez Intrada, merci à eux, et un plaisir d'écoute comme d'habitude avec ce compositeur très versatile et au top, un partage musical qui nous amène dans un univers fantaisiste d'aventure tendre et merveilleuse. Remarquable musique à posséder, à écouter, une musique pour ceux qui aiment se balader dans l'espace. Croire en ses rêves si fort pour faire en sorte qu'ils se produisent, Joe Dante y croit dur comme fer après le succès mondial de son Gremlins. Sûrement que l'échec d'Explorer le fera retomber sur Terre, malheureusement, n'entamant pas son désir de séduire et de faire des films, mais qui commencera une petite descente aux enfers où les succès seront moins importants que les échecs. Intimiste et pourtant spectaculaire, empreint d'une magie de fantasme que l'on a tous eu enfin, pour ceux qui savent rêver. Explorers est pour les spectateurs en mal d'aventure, proposant un cinéma certes référentiel, via un cinéma où la télévision allumait en permanence sur de vieux films de science-fiction et donc d'imaginaire et de rêve. Un film référentiel mais dont les spectateurs visés, trop jeunes, n'y voient aucune des références citées, n'ayant pas vu les films d'époque. Hommage et satire se mélangeant pour notre plaisir, la famille américaine en prend pour son grade et il est dommage que la pression subie par le réalisateur l'empêche de nous donner le côté féroce de ses autres films. Pourtant le final complètement fou rappelle le Elsa Poppin de H.G. Potter avec le ton burlesque tant attendu qui finira sur un ton doux amer, presque désabusé, dont seuls les rêves en garderont une trace. Je vais te demander un petit service, tu me le rendras? Oui. Bah, c'est les inconvénients du direct. Peux-tu me remonter ce machin? Peux-tu me remonter mon antenne? Il faut absolument, en tant que spectateur, tout adulte qu'on a pu devenir, garder cette capacité à imaginer de belles et grandes aventures. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugé et accepter comme réalité possible un imaginaire aussi farfelu soit-il, ce qu'en vieillissant, les gens perdent malheureusement trop souvent, ainsi que l'homme dépend totalement de sa capacité à rêver, à son imaginaire et à travers l'art, voir autre chose que la vie réelle, souvent banale, nous apporte. C'était bien ce voyage?
Joe Dante fait sans contexte partie de ces réalisateurs qui nous font passer le pont entre les âges et nous donnent une vision de l'enfance à la fois dramatique, sans oublier l'effet magique de son imaginaire, et qui, par ce film, nous avoue son amour à nous spectateurs pour des idées et un cinéma oublié. L'enfance et le rêve de l'enfance construit ici un manifeste avec un message à délivrer. N'oubliez pas d'avoir envie d'évasion et de liberté, d'hommage à un temps aujourd'hui révolu, lyrique et aux effets inoubliables. Super! Ils émettent de nouveau, j'en étais sûr! T'emballe pas, mon coco! Oh là là! L'histoire prend son temps et racontée parfaitement, nous avons le temps de connaître et de comprendre les personnages, dont bien sûr celui de Dick Miller, qui n'apparaît pas longtemps, mais qui est nous-mêmes, celui qui se souvient. Le mystère du film va en progressant par paliers jusqu'au final, une belle leçon d'humilité qui mérite un 6 sur 6, d'autant que l'on ne voit jamais le temps passer, bref un bonheur qui ne changera jamais pour moi. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub et avec des lives et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses. Vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Mettez un petit pouce et activez la cloche pour les notifications. À bientôt pour du lourd, bye bye.